Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le premier vrai grand rendez-vous de cette année 2024 dans son cadre magnifique, la Maxi Race. Nous sommes vendredi 31 mai, nous sommes donc à Annecy. Je vous filme un petit peu le lac parce que demain matin on ne pourra pas le voir au départ de nuit. C'est donc le lieu de départ et d'arrivée de cette très convoitée Maxi Race puisqu'il a fallu s'y prendre très tôt pour avoir un dossard. La course est complète depuis novembre, quelques jours seulement après le début des inscriptions. Aujourd'hui c'est donc retrait des dossards pour les différentes courses du week-end. Je pars personnellement sur le format le plus connu et le plus demandé, le Tour du Lac en un jour. Soit 94 km et 5100 D+. Clémence et Naël et plusieurs copains sont sur le format Tour du Lac en 2 jours, la XL Race je crois. Quasiment le même tracé mais en 2 étapes, le samedi et le dimanche. Et puis il y a beaucoup d'autres épreuves que je vous mets tout autour de ma grosse tête. A noter que cette année les championnats d'Europe de trail ont lieu ici demain samedi et qu'une course de même distance ouverte tout public est organisée sur le même tracé le lendemain, donc dimanche, course d'environ 62 km et 3500 D+. Ça fait donc beaucoup de trailers et de traileuses ici ce week-end, beaucoup de grosses cuisses autour du lac d'Annecy. Donc forcément, je pense que ça va être un très bon moment de sport et d'émulation à vivre. Voilà le dossard récupéré, on a une petite éclaircie, ça fait du bien. Bon, vous avez dû voir sur les images, c'était hyper boueux au retrait des dossards, ça donne une idée de ce que va être le terrain demain. J'ai également déposé mon drop bag que je pourrais récupérer à la base vie à mi-course à Doussard. Petit point météo, même si là on a une éclaircie, il a beaucoup plu ces derniers jours, il va très probablement pleuvoir demain et dimanche, donc les sentiers vont être boueux, ça va glisser et on n'aura pas forcément une belle vue comme je l'avais espéré ici à Annecy. Voilà, bon, il y a 2 mois, je me disais bon, il y a le temps encore avant qu'il fasse chaud. Il y a 1 mois, bon ok, mais bon, dans 1 mois à Annecy il fera beau. Même il y a 2 semaines, hein, j'y croyais encore, même il y a 2 jours presque. Mais bon, c'est comme ça, il y aura un mauvais temps sur le parcours. Maintenant, me concernant, vous le savez ou non, j'ai surtout fait de la route et du plat cette année pour le marathon de Madrid. La transition trail s'est bien passée, mais elle a été très courte. Je pense que je suis actuellement moins costaud que l'été dernier par exemple. J'ai été plusieurs fois malade cette année également, fragile que je suis. Donc voilà, j'arrive pas en pleine forme avec une prépa parfaite, mais je pense que ça va. Je ferai de toute façon comme toujours de mon mieux. Et pour donner une indication, autour de 15 heures, ce serait bien. Voilà. J'espère surtout que cette course m'aidera à monter en puissance pour les autres courses de l'été qui arrivent. Allez, je vous retrouve demain à 4h45 pour le départ, réveil 3h. Donc je vais essayer de dormir un petit peu, mais vous savez le problème que j'ai vis-à-vis de ça.
Donc dans tous les cas ça va piquer. Je vous laisse comme toujours en attendant avec la partie engagée de cette vidéo et je vous dis à demain. Je vous parle souvent du réchauffement climatique et de ses conséquences actuelles et à venir, que ce soit au niveau mondial ou bien même en France, conséquences qui seront différentes en fonction du degré de réchauffement que l'on atteint. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit focus sur les fameux plus 1,5 degrés dont on entend souvent parler, sans trop savoir, si on ne s'est pas vraiment intéressé au sujet, à quoi ils correspondent ou par rapport à quoi on compare. Je vais essayer de vous expliquer brièvement ce dont il s'agit, de faire un petit état des lieux de la situation, et comme souvent on commence par quelques rappels qui sont nécessaires. En 2015, lors de la COP21, 196 pays signent un traité international historique sur le climat, indiquant que l'objectif primordial est, je cite, de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, et de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré au-dessus de ces niveaux pré-industriels. C'est l'accord de Paris. Les scientifiques, ceux du GIEC au premier rang et même les dirigeants internationaux ont depuis souligné le caractère gravissime que représenterait le franchissement de cette barre des 1,5 degrés, notamment à cause du risque de déclencher des événements beaucoup plus graves comme des sécheresses, des vagues de chaleur et des précipitations plus nombreuses et plus sévères. Mais déjà, pour bien savoir de quoi on parle, ces niveaux de température pré-industrielle, c'est quoi, c'est quand, c'est où ? Il existe plusieurs définitions selon les études, selon les organismes, mais globalement ce à quoi on pense lorsque l'on parle de température pré-industrielle, c'est la période allant de 1850 à 1900, définie comme période de référence par le GIEC. Ensuite, lorsque l'on parle de réchauffement climatique, on parle de la température du globe terrestre, c'est-à-dire les températures mondiales mesurées dans l'atmosphère. En d'autres termes, pour respecter les accords de Paris, la planète ne doit pas dépasser les plus 1,5 degrés par rapport à la période 1850-1900. Mais les plus informés me diront que ces plus 1,5 degrés, en fait, on les a déjà dépassés. Alors oui et non, il y a quelques petites subtilités. Subtilités liées à l'échelle de temps, à l'échelle géographique, mais aussi liées au changement de température en lien avec les cycles naturels. 3 exemples pour illustrer ça. Au niveau de l'échelle de temps, tout d'abord, certains savent peut-être que sur l'année 2023, la température du globe a plus ou moins dépassé ces 1,5 degrés. De la même manière, de nombreux jours de l'année 2023 et plusieurs mois ont également dépassé les plus 1,5 degrés vis-à-vis des niveaux pré-industriels. Mais même si c'est contre-intuitif, cela ne signifie pas que le monde a dépassé les plus 1,5 degrés de réchauffement. Pour définir la durée de franchissement des seuils de température globale, le GIEC utilise des moyennes mobiles sur 20 ans. Donc un franchissement ponctuel à court terme de ces 1,5 degrés ne signifie pas que nous l'avons franchi à long terme et donc que nous avons franchi les 1,5 degrés des accords de Paris. Mais qu'on soit tous d'accord, cela ne remet absolument pas en question la tendance prouvée et reprouvée par les scientifiques d'un réchauffement extrêmement important, rapide et anormal de la planète au fur et à mesure que les années passent. Pour schématiser, prenons ce graphique. Le réchauffement de la planète n'est pas linéaire, l'année suivante ne sera pas forcément plus chaude que la précédente, on le voit avec ces différents points. Même plusieurs années au-dessus des plus 1,5 degrés sur une décennie ne signifierait pas encore forcément que nous avons un réchauffement global de plus 1,5 degrés sur 20 ans. On a donc vu qu'il fallait faire attention à la temporalité, maintenant passons à l'échelle géographique. On va prendre l'exemple de la France avec ce graphique qui montre l'évolution des températures chaque année en France métropolitaine depuis 1900. Les années 2022 et 2023 ont été particulièrement chaudes avec une température moyenne en France métropolitaine de 14,5 degrés en 2022. Rapidement, pour reprendre l'histoire de la temporalité, si on compare juste cette année à la période 1961-1990 par exemple, on est à plus 2,7 degrés. Donc encore un exemple qu'il faut faire attention aux données qu'on emploie et qu'on compare. Mais ici, c'est pas ce qui nous intéresse, parce qu'en France, même en prenant la moyenne mobile sur les 20 dernières années, eh bien on est quand même à plus 1,7 degrés de réchauffement par rapport aux températures pré-industrielles. Donc localement, on a dépassé ces plus 1,5 degrés sur le long terme. Mais à l'échelle de la planète, aujourd'hui, on est plutôt à plus 1,1, plus 1,2 degrés par rapport à 1850-1900. Donc ce n'est pas parce que l'on dépasse localement ces plus 1,5 degrés que le réchauffement global de la Terre les dépasse également. On a juste eu un réchauffement en moyenne plus important en France que la moyenne de la planète. Attention, ça ne veut pas dire que c'est plus grave chez nous. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, comme la localisation, la topographie du territoire, les côtes, le niveau socio-économique du pays, les possibilités d'adaptation, le climat et les températures de base d'où l'on part, etc., etc. Un réchauffement de plus 2 degrés en France, où l'on tourne autour de 14 degrés de moyenne, aura bien moins d'effets néfastes que, je dis n'importe quoi, un plus 1,5 degré en Inde, où il fait déjà 30 degrés toute l'année, et au sein de laquelle la population est bien plus pauvre. Il existe d'ailleurs un IRC, un indice de risque climatique, qui identifie et classe les pays les plus touchés et les plus à risque face au changement climatique. Si ça vous intéresse, je le mets en description. Dernière chose à prendre en compte, enfin pas la dernière, mais pour celle que je voulais aborder aujourd'hui, ça l'est, les changements climatiques naturels. Ça va plaire aux climato-sceptiques.
Il ne faut pas oublier aujourd'hui que quand on parle de changement climatique, on parle de changement climatique lié à l'homme, lié aux activités humaines. C'est ce qui est défini par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Or, si les activités humaines modifient le climat sur le long terme, en le réchauffant globalement, des phénomènes naturels peuvent influencer à court ou moyen terme des températures annuelles, par exemple. On parle de variabilité naturelle ou variabilité interne. Par exemple, le phénomène El Niño, que je ne vous décrirai pas ici car beaucoup trop complexe, influe plus ou moins sur ces températures chaque année. Pour schématiser mentalement, je vais dire n'importe quoi et vraiment simplifier, mais sur une année lambda où l'on observe un réchauffement global de plus 1,4 degré, peut-être que seulement 1,2 degrés sont liés à l'activité humaine et le reste aux phénomènes naturels. Des scientifiques ont donc produit ce graphique au sein duquel ils ont, via un modèle mathématique beaucoup trop complexe pour moi, superposé deux courbes, l'une montrant l'évolution du changement climatique global en rouge et l'autre l'évolution de ce même changement en supprimant les variations liées à El Niño en bleu. On voit que globalement, sur le long terme, ça suit la même tendance, mais il y a une petite variabilité chaque année en prenant en compte ces paramètres. C'est donc quelque chose qu'il faut prendre en compte, même si on rentre dans du beaucoup plus complexe, et surtout aux climato-sceptiques qui sont avec nous, ça reste extrêmement mineur. Maintenant que tout ça a été dit, je tiens à rajouter 3 choses. Tout d'abord, ces plus 1,5 degrés, il faut avoir en tête que c'est une limite politique, organisationnelle, mais pas une limite physique. Tout ne va pas super bien à plus 1,49 degrés, et c'est le feu partout à plus 1,51 degrés. C'est une limite qui a été fixée parce qu'il fallait en fixer une, mais je le répète, chaque dixième, chaque centième de degré compte. Deuxième chose, malgré tout ça, même si les plus 1,5 degrés de réchauffement global n'ont pas été franchis, ils le seront. Il n'y a plus de doute là-dessus, tous les modèles climatiques le prédisent, que ce soit dans les scénarios les plus favorables au sein desquels nos décideurs font tout pour freiner le réchauffement climatique, comme dans les pires scénarios au sein desquels on continue de se toucher la nouille en attendant encore et encore avant d'agir véritablement. Ils le seront à moins évidemment d'un astéroïde qui décime 95% de la population humaine et nous ramène à l'âge de pierre, supprimant ainsi la quasi-totalité de nos émissions de gaz à effet de serre. Troisième chose, les plus 1,5 degrés vont être franchis, mais c'est pas une fin en soi. Donc on arrête tout de suite avec les autant de rien faire puisque tout est foutu. Comme je le disais, chaque dixième de degré compte, donc si l'on peut limiter à 1,6, 1,7 au lieu de plus 2 ou plus 3 degrés, ça change énormément, et le mot est faible, 2 choses. De plus, si vraiment on arrive à diminuer drastiquement nos émissions et atteindre la neutralité carbone au plus vite, ce seuil des plus 1,5 degrés pourrait n'être franchi que temporairement sur quelques années ou dizaines d'années avant que l'on finisse par redescendre en dessous. Bref, il faut faire en sorte que la planète se réchauffe le moins possible et le moins longtemps possible. Conclusion, il faut continuer d'agir, continuer de se mobiliser, d'informer. Comme je dis tout le temps, c'est par l'information que passe la conscientisation de tout ça. Et puis si on s'y est pas encore mis, sincèrement, il est temps de s'y mettre. Il faut essayer de tout faire pour garder la planète la plus habitable possible pour le plus grand nombre. Voilà, j'espère que cette partie engagée vous aura plu. Maintenant, c'est l'heure de la course. Ça va le faire. Allez, on se retrouve 4 h du matin. Je suis avec Naël et Clémence, on se dirige vers le départ qui est à 4 h 45. Soyez prudents, mais surtout prenez du plaisir. Bonne journée. La putain de bronze pour que ça fasse vraiment du bruit. Ah ben là c'est bon, ils sont chauds. Et on redescend ensuite direction. Allez, on est parti. 3 km de plan en longeant le lac jusqu'au bas du Semnoz. Bon,
l'aperçoit déjà là-bas. Vous devez rien voir pour l'instant. Allez les gars, on en voit, j'aimerais bien finir ma cuite. Et juste on voit la tête de course là-bas. Mathieu Blanchard, Aurélien Dunant-Falade, Thibaut Garivier, Baptiste Chassagne, principaux favoris chez les hommes. Chez les femmes, Fiona Porte, Camille Brouillas. Bon, on va aller essayer de titiller Aurélien, Mathieu et compagnie. Et je suis content, je me suis pas trop emballé là. Les 2 premiers kilomètres en 4,30 au kilo. Allure modérée, ni trop lente ni trop rapide. Pour pas me fumer, mais pas non plus me retrouver coincé dans les premiers chemins. Allez, 2 km 75, on va arriver au terrain de tennis et début de la première montée. Premier mètre de dénivelé, ça bouchonne déjà un peu. Le jour commence déjà à se lever et on a des premières vues sur le lac. Comme prévu, c'est très boueux, mais pas hyper technique. Allez, attention, ça glisse un petit peu là. Là, le Semnoz, ça va. C'est plutôt de l'autre côté, le verrier qui apparemment est très technique, qu'on aura sur la fin. Allez, je dois avoir fait un peu plus de la moitié de l'ascension de ce Semnoz. Semnoz qui vient en fait du mot saumon à l'époque romaine, parce que les Romains trouvaient que cette montagne avait une forme de saumon, tout simplement. C'est surtout de la forêt, à part vers le sommet où c'est découvert. Il y a des alpages pour les troupeaux qui pâturent, pour produire notamment lait et fromage, pour les fameux fromages de la Savoie et de la Haute-Savoie, la yacht. Allez, je viens de passer les 1000 des plus, 1h à presque 50 de course. Un peu frisqué là, et très humide, pas hyper agréable. Ça serait bien que le soleil se lève après. Je vais pas tarder à arriver au premier ravito d'ici 2 km et demi. J'ai un gros problème dès le début, c'est que comme sur certaines courses, énorme nausée. Là je
Enfin, j'ai eu des relents, j'ai vomi mais sans que rien ne sorte en fait. Il y a 2 minutes là. Et je peux déjà plus rien avaler. J'ai essayé de prendre un tout petit bout de compote que d'habitude j'adore. Ça m'a dégoûté, j'ai tout de suite, enfin mon corps a essayé de rejeter quoi. C'est chiant, j'espère que ça va passer. En tout cas pour l'instant je peux plus rien avaler. Allez, on s'approche doucement du sommet du Somnoz. Enfin le ravito d'abord. On va passer pas loin du sommet, mais pas au sommet exactement. Le sommet qui est le crêt de Châtillon, 1702 mètres. Il y a d'autres crêts, un crêt du Terre-Terre, de la Grande Danne, crêt de l'Aigle. Bon, je pense que le brouillard nous empêchera de voir, mais normalement en haut on a une super vue à 360 sur plein d'autres massifs, plein d'autres montagnes. On voit très loin. Bon, on verra ça. Allez, on arrive au premier ravito. Allez, c'est bien les gars, allez, allez. Bravo, bravo. Allez, je repars. Bon, j'ai pris mon temps, mais je vais vraiment pas très bien au niveau gastrique quoi. Donc je ralentis. On va espérer que ça passe. Merci. Allez, ça remonte encore un petit peu avant de redescendre. Il fait pas chaud là. Allez, là on est dans les pâturages dont je vous parlais tout à l'heure. On est vraiment plus très loin du sommet avant de basculer. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une petite veste coupe-vent parce que il faisait vraiment trop froid. Mine de rien, il est que 7h30 du matin là à peine. Et on est à 1700 mètres d'altitude. Et il fait pas chaud en cette période. Prochain point d'eau, kilomètre 31 je crois. Allez, on est en haut, comme prévu, trop de brouillard pour distinguer les autres montagnes. C'est dommage, on devrait avoir un beau point de vue sur massif des Bornes, massif des Aravis, avec la Tournette, point de Percé derrière. On peut même voir normalement Mont Blanc, le Beaufortin, la Vanoise avec Montpourri, sommet de Belle-Côte où on était pour la 6000D. Je vous mettrai des photos un petit peu de tout ça. Voilà, on est plein vent et ça pèle vraiment. Parce que oui, là je ne l'ai pas précisé, mais de ce côté-là on est dans les Bauges. De l'autre côté des Bauges, c'est Nivolet-Revard, avec Stéphane, lac du Bourget, que normalement on devrait pouvoir apercevoir aussi d'ici. Même la dent du chat, sur les terrains du Grand Trail du Lac, Trail Nivolet-Revard. Oh, ça caille. Bon, les paysages, tout ça pour une autre fois. Et on n'aperçoit même pas les monts de l'autre côté du lac, le Verrier, le Mont Baron, comme je disais, la Tournette, sous laquelle on passera au niveau du col de la Forclaz, pas de l'Aulpe. C'est triste. Et de retour dans la Gadoue, ça glisse beaucoup. Voilà, bon, je vais poser la caméra dans cette descente.
Ouais, j'ai l'impression que ça va mieux au niveau digestif là. Le fait de pas manger sur les quasiment deux dernières heures, ça va mieux. En fait, je pense que je suis plus sensible du ventre quand il fait froid. Autre chose, bon, ce matin j'ai pas réussi à faire mes affaires comme j'aurais aimé. Je pense que ça joue aussi. Et dernière chose, je pense que sur les courses, je tente de trop m'alimenter en début de course, à raison d'à peu près un gel ou une pompote toutes les 30 minutes. C'est ce que je fais à l'entraînement et ça passe sans problème. Mais les jours de course avec la... je suis pas stressé, mais je pense qu'il y a une tension de fond dans le corps qui fait que la nourriture passe moins bien. Surtout quand tu commences à manger à 4h45, 5h du matin. Et ça me crée ces problèmes digestifs. Limite, je pense qu'il faut pas que je mange la première heure de course et que j'attende un peu plus tard, quoi. En tout cas, là, ça va un peu mieux. J'avais peur que la descente me secoue un peu le bide. Ça va. Ouais, c'est quand même assez technique la descente du Semnoz. Je fais attention, je suis assez précautionneux parce que les pierres glissent. Je veux pas me faire mal. Mais j'appréhende déjà le verrier en fin de course. Et à force de glisser dans la boue, je pense, j'ai déjà mal aux adducteurs comme sur la Saint-Élion. J'avais pas eu mal depuis le début de l'année, enfin depuis la Saint-Élion. Comme quoi, c'est vraiment la boue qui joue là-dessus, quoi. Le fait de stabiliser tes appuis à chaque pas, chaque glissade, bah, ça me fatigue les adducteurs. Merci. Bon, c'était une belle descente. Ça a bien déroulé globalement. La maxi cross n'a qu'à bien se tenir. J'ai failli perdre ma chaussure. 10 kilos maintenant. Bon, ça évidemment, ça fait perdre du temps sur les temps estimés, hein. Donc de ce côté là je regarde plus trop ce que je pensais faire et je fais aux sensations. Quel carnage quand même. Toutes neuves, elles étaient toutes neuves. On arrive au point d'eau Saint-Eustache. Donc Saint-Eustache dans quelques dizaines de mètres. Et après on va gravir la montagne d'Entreverne autour de 1380 mètres d'altitude je crois. Et passer de l'autre côté direction de Doussard. Merci. Bravo, c'est bien. Allez. Merci. Allez, courage. Allez, Courage. Merci. Maxime. Merci. Courage.
consigne à droite. Merci. Allez, j'ai passé 5 minutes et je repars. Prochain ravito, Doussard. Une course. Là où il y a mon sac avec mes affaires. Avec ma bouffe surtout, mais bon, je sais même pas si j'en ai avoir besoin vu que j'ai rien mangé. Et donc 17 km. Le début, je sais plus, je vous dis plus tard. C'est bien. Dans une partie là, c'est difficile d'avancer. C'est pas très pentu, même plutôt roulant, mais vraiment extrêmement boueux. On a la boue qui remonte jusqu'aux chevilles. On n'arrête pas de glisser. Les appuis sont difficiles. Là, ça va un petit peu mieux maintenant que je vous parle. C'était une des parties les plus boueuses qu'on a eu depuis le dernier ravito. Ah, c'était infernal ce passage. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup comme ça. Et ça grimpe toujours. J'avais oublié, mais en fait il y a encore un point d'eau, les maisons, vers le km 40 avant Doussard. Bon, j'avoue que sur les ravitaux je suis un peu déçu parce que ils mettent un ravito solide et avec des boissons autres, un seul entre le ravito 0, entre le km 0 et le km 48. Et après ça, entre le km 48 et l'arrivée, on en a un seul à Menton-Saint-Bernard vers km 75. Franchement, ça fait pas beaucoup. Ça m'aurait pas dérangé si sur les autres points d'eau qui mettent entre, il y avait autre chose que juste de l'eau. Un peu de coca, limonade, peu importe, mais du sucre quoi. En fait, c'est pas le cas. Donc je suis un peu déçu de ce côté-là. Bon, cette section était vraiment ignoble. Elle n'est pas finie, mais là ça va mieux pour la boue. Je vais bien passer sur ta gauche, ça te dérange pas? Merci. Allez, dernière petite ascension avant de redescendre, là je pense. Une petite. Allez, super. Même sur les portions roulantes là, c'est technique hein, donc on est lent. Toujours mon point faible hein, de loin. Descente pentue technique. Et vraiment pour le paysage, c'est zéro pointé. On voit rien du tout. Allez donc cette descente. Là, ça bouchonne dans la descente. On a une main courante ici. Ah putain, on en a enfin fini avec cette descente. C'était vraiment compliqué. Bravo. Merci. Allez, on arrive au point d'eau, les maisons. Allez, je repars du point d'eau, les maisons. Et je suis à environ 8-9 km de Doussard. C'est un peu décalé ma montre, ce qui est annoncé. Les maisons c'était annoncé 40,5 et je suis à 39,5. Donc Doussard normalement 48,5. Elle était dure là cette bosse. De toute façon ça se voyait hein, sur le profil que c'était très raide, montée comme descente. Ça a bien fait bosser les cuisses. J'ai un mollet qui est pas loin de la crampe donc pendant cette descente là. Donc je surveille. Sinon ça va, j'ai les jambes bien, toujours un peu les adducteurs, mais je suis en forme. Je m'alimente pas beaucoup, mais je remplace par la boisson ISO. Pour l'instant ça va, ça tient.
tout reste par contre. Beaucoup de chutes aussi. Hein. Ah, et là on avait une petite remontée de 250 D+, il en reste à peu près 50. Après on redescend sur 450 D+, des moins. Quelques kilomètres de plat, 3 je crois, 3 ou 4, et on arrive à Doussard. Je crois que c'est Doussard qu'on entend d'ailleurs à côté. D'ici on doit voir le village, parce qu'on fait une sorte de zigzag pour y aller. Je suis vraiment bien remonté, ça c'est cool. Je vais arriver à la mi-course en bon état je pense. Et en fait, depuis qu'on a passé ce passage boueux horrible, tout le reste paraît trop bien. Il est content. Merci. Et là je pense qu'on voit Doussard en fond. On fait une petite vue sur le lac là, caché derrière les arbres, mais je vais essayer de vous filmer ça. Parce que ça commence à être monotone ce brouillard. Ah, ça recommence à être boueux comme je sais pas quoi là. C'est vraiment du patinage. Allez, on arrive en bas dans pas longtemps là. Ah, un peu de bitume. Je vais me faire cracher dessus mais ça fait du bien. Ah, ça fait du bien de voir un peu des arbres en face des montagnes. Donc là on est vraiment de l'autre côté du lac. Dans 3 km on est à Doussard. Allez, je crois que je vois le ravito, moins d'1 kilomètre. Je l'avais pas précisé mais au départ de cette maxi race, sur le tour solo on est autour de 2200 je crois. C'est énorme. Du coup il y a du monde tout le temps. On n'est jamais tout seul. Sur les XL Race, le format en 2 jours qui partent en même temps, ils sont entre 200 et 300. 2500 coureurs qui partaient ce matin quoi. Je crois qu'on était dans ce bordel là derrière. Ouais, si je me trompe pas, on vient de là-bas. Ils ont fait faire un petit détour là pour aller à Doussard. Pas sympa. Vas-y Alexis. C'est rien à côté de quoi. Allez, j'ai pris un quart d'heure. Désolé la gaze, mais je me suis changé. Ça fait un bien fou. Allez, ouais, un quart d'heure, j'ai réussi à être efficace. Récupérer ce que j'avais récupéré dans mon drop bag, le reposer. Allez, là on attaque un gros morceau. Passant par Montmain, puis col de la Forclaz d'abord je pense, puis Montmain après. Ensuite direction col de l'Aube, je sais pas comment ça se dit. Là déjà jusqu'à Montmain c'est un peu moins de 10 km, 820 D+, 200 D- je crois à peu près. Allez. C'était pas mal celle-là. J'attends le bus où tu cours.
Et donc avant d'être remonté, on a de nouveau un peu de plat. Et les bénévoles sont trop cool hein, sur la course. Ils ont tous un petit mot, soit gentil, soit drôle. Le dernier me fait aller, souris sur les appuis. Garde la cadence. Allez, 50 bandes tout rond. On a attaqué la grimpette. Petit état des lieux. Ce qui me gêne, c'est les adducteurs en descente surtout. En montée, ça va. Et problème gastrique et crampes au mollet, apparemment. Pour le moment, c'est l'histoire ancienne. Elle est chiante cette montée, elle est juste à l'entre-deux. Je sais pas si tu dois courir ou marcher. Petite pente, mais pente quand même. Difficile de faire un choix. L'école de la Forque là, 1147 mètres. C'était rude celle-ci aussi. Là on voit rien avec le brouillard, mais il doit y avoir la tournette juste au-dessus, je sais pas exactement où. Je pense en face de nous. On va pas tarder à arriver au point d'eau de Montmain, l'église de Montmain. Merci. Allez, je suis au point d'eau. Par contre, je viens de voir un truc chiant. Ça là. Franchement, elles sont neuves. Putain, c'est dingue quoi. C'est miracle, bon, il est déjà parti. J'allais dire, on a notre première éclaircie de la journée, mais il est déjà reparti. Je me suis arrêté une fois là depuis Montmain. Bon, on n'a même pas fait 1 kilomètre, mais caillou dans les chaussures. Je regarde plus du tout le temps là maintenant. Pour l'instant, je suis relativement content de ma course, mais je sens que ça va pas tarder à être dur. Enfin, ça l'est déjà, bien sûr, mais ça va pas tarder à être bien dur. Donc, essaye de contrôler. Parce que le verrier à la fin me fait peur. Bon, il reste moins de 40 bandes quand même. Normalement moins de 2000 D+. On est en direction des chalets de l'Aulpe, je sais pas comment on dit. Ensuite, je crois que c'est dans cet ordre là. Le col de l'Aulpe, pas de l'Aulpe. On va passer à côté de plusieurs montagnes, je dirais au fur et à mesure. Je commence à être cuit là. Les 35 dernières bornes vont être difficiles. Je pense que j'ai trop forcé sur la première moitié, mais en grande partie à cause de la boue. Je dépense beaucoup plus d'énergie. Donc on est toujours sous cette tournette là. Et en face, vous voyez, on remonte. Vous verrez mieux quand il n'y aura plus l'arbre là. Donc ouais, on remonte un petit peu par la droite, puis là-bas. Je pense que c'est là-bas
tracer une sorte de col en tout cas. Et il fait de nouveau quand même assez froid. Ici on est dans une zone où il y a des alpages hein, encore. Des alpages de l'eau. Je sais pas pourquoi c'est sec ici, mais je prends. Alors qu'il y a 2 minutes c'était une mare de boue. Ah, putain, là je suis en train de payer mon manque d'alimentation de début de course. J'ai le ventre qui gargouille, j'ai faim. Pour le coup là je bouffe toutes les demi-heures maintenant. Ouais, c'est le contre-coup. Allez, on vient de passer le col de l'eau. Allez, on approche du col des Nantais. On va pas être loin de Dents de l'Enfant, Pointe de Talamarche. Mais je sais plus exactement quand ils sont. On passe en fait au-dessus ou en dessous selon le sommet concerné. Ça remontait après le col des Nantais, ça m'a surpris. Je m'y attendais pas à celle-ci. Putain, cette montée en face là. 55. Interminable cette montée. Et ça remonte derrière. Je commence à être vraiment sacrément entamé. Je suis obligé de me poser de temps en temps. En même temps, la montée qu'on vient de faire était une des plus dures que j'ai jamais faites. Elle est très très dure hein, cette course. Musée 94K, ça va, j'ai l'habitude, mais avec les conditions et puis même, franchement, elle est difficile quoi. Là, 63 km 8, je suis à 4200 des plus.
l'enfer, j'ai plus de jambes. On est dans la grande redescente sur Villars-Dessus, prochain point d'eau dans 4-5 km. Et là ça se court bien, hein, c'est roulant, mais j'ai plus de jambes. Autant en montée j'arrive à suivre les autres, autant là dans la descente j'arrive à rien du tout. Je suis obligé de descendre avec les bâtons, mal aux genoux en plus, et je me fais doubler par une quantité énorme de personnes. Voilà, je me traîne incroyablement péniblement dans cette descente, mais on a le soleil là, ça fait un bien fou. Le terrain est bien, honnêtement la descente était super facile à courir, hein. Je suis juste cramé quoi. Après je savais que j'arrivais sur cette course avec pas assez de prépa trail, mais c'est bizarre parce que je me sens pas hyper fatigué avec des grosses douleurs ou je sais pas. C'est juste mes jambes qui avancent plus. Le reste, le moral est bon, le mental est bon. Pas d'immenses douleurs comme je dis, juste les jambes pas assez entraînées en fait je pense. Je suis au point d'eau de Villars-Dessus, à peu près 1,3 km en avance. Allez, je suis reparti de Villars-Dessus et je confirme, hein, ça manque hein, quand même du coca ou des trucs comme ça sur ces points d'eau. C'est un... Alors probablement qu'ils font ça dans une logique écologique, mais malgré tout ça manque vraiment au niveau des points d'eau de pas avoir du coca, de la limonade, de boissons isotoniques ou ce que tu veux quoi. Là ça fait du coup le dernier ravito où j'avais ça, c'était au 47e, 48e, et le prochain il est au 76e. Ouais, ça fait quasiment 30 km sans bouffe déjà et sans boisson énergisante on va dire, ou avec du sucre. Pour cette fin de vidéo je vais moins filmer, moins parler, c'est déjà le cas parce que je lutte contre moi-même, contre l'endormissement notamment. Je me suis posé là 3 minutes par terre sur le côté, je me serais jamais autant arrêté que dans cette porte. Je me suis posé allongé sur le côté, j'ai fermé les yeux. Allez, bravo! Merci. Allez! Pour simuler à mon corps une micro-sieste quoi. Ça m'a fait un peu de bien. Pourquoi le corps est con quand même? Parce que j'ai pas dormi un seul instant. Et encore. Ouais, c'est littéralement la dernière montée à faire. Mais une montée de 1000 D+, quoi. Ouais, c'est un virage. Allez, on arrive à Menton, Menton-Saint-Bernard. Dernier vrai ravito. Il reste le Verrier. Enfin, mon baron, mon Verrier. Et d'abord, je vous pose 5 minutes. J'essaie de me requinquer comme je peux. Mais ça va mieux que quand j'étais au plus mal là. Il reste le plus dur. J'appréhende un peu. Ça va le faire, mais j'appréhende un peu. Putain, l'état du type quoi. Ah, quand je me suis inscrit, j'avais pas imaginé ça. Je me suis inscrit pour une Maxi Race, moi pas pour une Saint-Élion. En fait c'est bien pire que la Saint-Élion parce que c'est beaucoup plus raide, beaucoup plus de dénivelé, positif et négatif. Bravo les gars. Merci. Donc Menton-Saint-Bernard c'était un aller-retour hein, pour aller au ravito. Donc là on recroise les coureurs dans l'autre sens. Un grand château là-bas, une grande villa, je sais pas ce que c'est. Et une petite vue sur le lac d'Annecy. On n'en aura pas eu beaucoup aujourd'hui. Allez, Annecy est derrière
mammouth qui se dresse devant moi là. Et des mecs avec des corps des Alpes. C'est quoi ce château, vous savez? Bonjour, vous savez ce que c'est ce château? Oui, c'est le château de Menton-Saint-Bernard. D'accord, merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Donc vous avez entendu, comme moi, c'est le château de Menton-Saint-Bernard. C'est un beau château, vraiment. Ça va quand même mieux que tout à l'heure. Pas la joie, mais ça me fait peur pour la TDS, hein, cette histoire. Parce que là, j'ai fait une demi-TDS. Je suis au fond du gouffre. Il faudra bien s'entraîner d'ici là. J'ai eu le T4M Challenge, normalement, qui devrait me donner du volume et de l'entraînement pour ça. Le T4M Challenge que je ferai en mode entraînement, quoi, pas pour faire les meilleurs temps possibles. Enfin bon, de toute façon, 4 jours d'affilée, je pense que tu fais un peu comme tu peux. Avant de monter sur le Mont Baron, puis le Mont Verrier, enfin en fait c'est la même chose quoi. On passe par le Mont Barret, un petit peu plus bas, 1243 mètres, alors que Mont Baron 1295, Verrier 1299. Là, cette longue montée de environ 1000 d+, se fait en 3 étapes, je crois, avec des tout petites redescentes entre. Bon, pour l'instant, c'est tranquille, mais on n'est pas encore dessus. Là. Allez, on a attaqué la partie raide de la montée Barret, Baron et Verrier. Je crois que les cailloux commencent. Je me pose encore 3 secondes. Il y a des mecs qui ont posé 2 mains courantes parce que c'était trop boueux et trop déversant et donc trop dangereux. Je viens de passer les 5000 d+. Bon, c'était annoncé 5100, mais on va plutôt être autour de 5004. Dans ma tête, je me suis fixé 5005. Donc, il reste 500 d+. C'est la descente qui me fait peur surtout. Ouais, deuxième petite redescente dans cette grosse ascension. Il ne reste plus qu'une partie, je pense environ 300 d+. C'est long, c'est dur. Pas de mauvais jeu de mots. Le bâton. Allez, je viens de passer le col des contrebandiers, il y avait une cuve d'eau surprise. Donc j'ai pu remplir un peu mes gourdes, même si bon, je pense que ça aurait été. Ici c'est le lieu de... C'est vrai que je vous ai pas expliqué ça. Sur cette course, comme sur chaque course, il y a des barrières horaires. Un peu serré d'ailleurs sur cette course, je trouve. Et ils ont mis en place la Maxi Race un système de bascule, c'est-à-dire que sur 2 points de la course, ici et au col des Nantais que j'ai passé tout à l'heure, si on arrive après la première barrière horaire, et ben on emprunte un autre chemin qui en fait diminue le kilométrage et surtout le dénive. Et on peut quand même être finisher avec évidemment un malus de temps. Pas trop d'avis là-dessus. Ouais. Pas trop d'avis. Et donc ouais, l'autre parcours de repli c'est ici à partir de 20h20 je crois. Allez, on est vraiment dans les dernières centaines de mètres de dénivelé. Positif. En tout cas sur les 2 premiers tiers, l'ascension n'est pas plus dure que les autres, voire même moins que d'autres qu'on a faites. Peut-être que le 3e tiers va me remettre à ma place, mais je pense que le Verrier est surtout réputé pour, enfin sur la Maxi Race, pour sa descente technique. Normalement on a dû passer
au-dessus d'une sorte de petit sommet qu'on voit pas, hein, mais j'avais vu sur la carte, qui s'appelle le chapeau de Napoléon. J'avais trouvé ça marrant. On parlait de main courante, on a beaucoup sur le verrier. Vas-y, je t'en prie. Ah, enfin des vues. En face le Semnoz qu'on a fait ce matin, puis la montagne d'Entreverne là-bas. On est redescendu sur Doussard derrière. On est passé là-bas sous la Tournette. On vient de faire Montbarret là. Et là on est sur le Mont Baron et Verrier. On voit Annecy en fond là-bas. Allez, on est presque en haut. Oh putain. Et je pense qu'on a fini la montée. Ça redescend, il va probablement y avoir quelques mini remontées comme ici, mais j'espère que ce sera pas trop difficile la descente. Cette première partie de descente a été technique, ça va un peu mieux là. Voilà, maintenant je sais que je vais finir, hein. En vrai j'en ai jamais trop douté, mais donc c'est plus que de la résilience, de la patience. Il reste 5 bornes et demie je crois. Et je pense à peu près 750 des moins je dirais. Allez, cette partie de la descente là c'est cadeau. Ah là là. Jusqu'au bout le boubou. Le boubou. Putain, je pète un câble intérieurement. Alors là selon les panneaux il reste 4 km. Il y a un gars que j'ai croisé qui m'a dit qu'il avait allumé sa Garmin à l'arrivée. Il était monté jusqu'ici. Il avait 5,5. Oh, ne jamais faire confiance au panneau sur une course. Je viens de voir un truc. C'est une vraie blague. Regardez. La deuxième chaussure. Ouais, je vais aller te faire une réclamation moi. Je veux bien que le terrain soit technique, beau, etc. Mais ah, je fais du trail quoi. C'est des chaussures de trail, elles sont censées tenir sur ça. Et puis en plus j'ai pas fait de coups bizarres en accrochant. Enfin, heureusement que ça m'a pas trop plus gêné. Oula, phrase ne veut plus rien dire. Heureusement que ça ne m'a gêné. Heureusement que ça ne m'a pas gêné trop plus que ça. Bon, c'est toujours pas parfait, mais enfin, vous avez compris. Une torsion de bitume. Allez, 90 km. La sensation de savoir que t'as bientôt fini là fait du bien. Je prends presque du plaisir. Contrairement à une grande partie quand même sur ce trail, il faut bien l'avouer. Mais la satisfaction sera grande d'être allé au bout. Et ça a fait bosser le mental, ces conditions très difficiles. Allez, 94, je pense que c'est la dernière petite remontée. Il y avait un panneau avec écrit 2 km et 7D+. J'ai déjà fait plus de 7D+. C'est ce qu'on appelle de la précision imprécise. 7. Bon, apparemment, ils ont fait sauter une partie de la descente à de la fin qui était trop pentue, trop en dévers, trop dangereuse. C'est pour ça que ça rallonge un peu le parcours. Alors ça le rallonge, mais en fait, puisque de base on avait 1 ou 2 km de moins que ce qui était prévu, on va finir pas loin de 94 je pense, autour de 93. C'est pour ça qu'on a eu cette portion de bitume quasiment 1 km là. Ça remplaçait une descente raide dans les bois.
boueuse, dangereuse. Ah, on est proche de la fin, là. Je vois le port en fond qui est vers l'arrivée. Moins de 2 bornes, je pense. Allez, Guigui, allez avec toi. Petite aire du CMB ici, avec la passerelle. Allez, attention, escalier. Escalier à droite. Merci. Allez, je vais arriver à pouvoir sonner la cloche et les cloches quand même. Qui termine en 16h, 5 minutes et 2 secondes. Le champion. Derrière, on a Maxime 4 hommes. Il était incroyablement dur ce trail. Je vous fais un débrief comme toujours plus tard, le temps de me reprendre. Allez, le débrief sur place n'avait pas marché, donc je vous en fais un rapidement maintenant, en fin de montage. Je vais essayer d'être bref parce que la vidéo est déjà longue. Donc pour résumer, vous l'avez vu, une course compliquée, hein, mais qui est due en grande partie au manque d'entraînement en terrain trail cette année, qui est due aussi aux conditions. La boue était vraiment très compliquée, surtout pour moi. Enfin voilà, moi j'ai des difficultés quand ça devient un petit peu technique ou enfin quand le sol n'est pas comme d'habitude, tout simplement. À noter que sur la deuxième journée de la XL Race, donc le format en 2 jours, ils ont coupé toute la partie du verrier parce que c'était trop dangereux, trop boueux. Que s'ils devaient secourir quelqu'un, en fait, ça prenait trop de temps. Ils ont dû secourir 2 personnes sur le format 94 le samedi soir dans le verrier. Et ils ont mis 2 à 3 heures à les rapatrier. Donc voilà, ils ont préféré prendre cette décision-là pour le deuxième jour de la XL Race. Course compliquée aussi à cause des problèmes de nausées et vomissements, hein, même si ça allait mieux sur la deuxième partie. Mais bon, dans la deuxième partie, vous l'avez vu, c'est la fatigue et le manque de jambes qui ont vraiment fait en sorte que je diminue énormément ma vitesse par rapport à la première partie. Je perds beaucoup de temps, j'étais sur des bases plutôt de 14 heures à Doussard, je termine en plus de 16 heures. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Un ultra, on est quand même toujours content de le finir, même si ça se passe pas exactement comme on le souhaite. À noter quand même que c'est c'est la moins bonne performance que j'ai pu faire sur ultra et sur course de manière générale depuis très longtemps. Donc j'espère que ça me servira pour les prochains trails et que les résultats suivants seront meilleurs. Donc T4M et TDS en priorité cet été. Niveau classement, je fais entre 600 et 700e, je sais plus exactement, je vous mets comme toujours le résumé en dessous. Pour Naël, Clémence et puis des amis, Pauline, Bobby, ça s'est très bien passé aussi, ils ont fini leur trail sans trop de problèmes. Bobby gagne d'ailleurs la XL Race, enfin si vous voulez aller voir un petit peu qui est le gagnant, c'est lui. Donc extrêmement impressionnant. Encore bravo à lui et aux autres bien sûr. Dernière petite chose, en discutant avec d'autres coureurs et puis d'autres personnes qui ont fait la course ou d'autres courses, on a tous été un petit peu déçus quand même de la Maxi Race et je voulais l'aborder, pas à cause des conditions, hein, mais plutôt à cause de l'organisation. Il y avait pas mal de petites choses qui allaient pas. Alors je vais pas faire une liste de tout ce qu'on a relevé parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. C'est rare, hein, en général, moi je suis toujours satisfait des trails, je me satisfais quand même d'assez peu. Mais là, c'est vrai que le prix du dossard est très cher et l'orga à côté, honnêtement, on ressent pas du tout le prix, quoi. Notamment sur les ravitaillements, comme je l'ai dit, il y en a peu déjà. Seulement 3 ravitaux solides sur tout le parcours. Pas de coca, de boissons sucrées sur les points d'eau. Donc ça peut faire long. Heureusement, là, c'était pas la canicule, mais s'il avait fait chaud, est-ce que ça aurait été pareil? Honnêtement, j'espère que non. J'ai assisté aussi à des scènes un petit peu bizarres, à Doussard notamment, un coureur qui voulait remplir sa gourde de cola, parce qu'il y avait du cola, de l'Auvergnat Cola exactement, ou du cola équitable, je sais plus, à Doussard. Il voulait remplir sa gourde de cola donc pour continuer sur la suite. C'est souvent qu'on fait ça, un petit peu de coca avec un peu d'eau pour avoir un petit peu de sucre pour la suite du parcours. Ça remplace des boissons avec des glucides à l'intérieur.
Et la bénévole lui a répondu qu'elle n'avait pas le droit, que le coca, on pouvait simplement le boire sur le ravitaillement. Pareil, un petit peu bizarre. Pour les derniers arrivés, même pas les derniers d'ailleurs, même les milieux de parcours, il manquait des choses. Il y avait déjà plus pas mal de trucs, notamment du pain pour le fromage. Enfin, c'est tout con, hein, c'est des petits trucs, mais bon, dans une organisation comme ça, tu te dis, s'ils sont déjà à court de ravitaillement à l'arrivée quand c'est les coureurs de la mi-course qui arrivent, enfin, c'est un petit peu étonnant, quoi. Et puis je disais dans la vidéo à un moment que peut-être qu'ils ne mettaient pas de coca ou ce genre de choses sur les points d'eau pour des raisons écologiques. Pas du tout, hein, parce qu'il y en avait finalement en vente à la buvette dans le Maxi Village. Donc voilà. Pas de podium non plus, ni de mention au moins du gagnant de la XL Race. Alors il m'en voudrait que je dise ça, enfin il m'en voudra que je dise ça quand il verra la vidéo, s'il la regarde, parce que c'est quelqu'un de très humble et qui ne veut pas faire parler de lui, Bobby. Mais nous, on aurait bien aimé pouvoir le célébrer, quoi, célébrer sa victoire. C'était sa première victoire sur une course en plus, pas n'importe quelle course quand même, la XL Race. Donc pas de podium, même pas une mention de son nom. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage aussi. Et ça aurait au moins pu être mis un tout petit peu plus en avant. Enfin, un tout petit peu en avant tout court en fait. Attention, je crache sur personne, je me doute qu'une organisation pour un trail comme ça, c'est forcément compliqué. Et j'en veux absolument pas aux bénévoles, hein, c'est pas du tout eux les responsables, j'en veux à personne d'ailleurs, tous les bénévoles étaient extrêmement gentils, et j'imagine que les organisateurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais voilà, si par hasard quelqu'un de la Maxi Race tombe sur cette vidéo, je pense que c'est bien d'avoir des retours sur ce qui n'allait pas. Et honnêtement, voilà, encore une fois, pour le prix du Leussard, ça faisait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Encore une fois, je vais pas faire la liste. J'ai déjà dit le principal. Ah si, quand même, une petite chose que je voulais rajouter pour les choses à faire remonter éventuellement à leur gars s'ils tombent sur cette vidéo. Mes compagnons de course m'ont raconté que pour les navettes qui ramenaient les coureurs de la XL Race le premier jour, donc de Doussard à Annecy, ils avaient assisté à des scènes quand même assez cocasses. Le chauffeur de bus leur a demandé d'enlever leurs chaussures avant d'entrer dans le bus parce qu'il ne voulait pas salir son bus. Ce que je peux comprendre, mais bon, quand tu es chauffeur de bus pour un trail, ça devrait avoir été mis en avant quand même que les trailers risquaient de salir peut-être un petit peu le bus. Toi, t'es fatigué, t'as froid, tu veux rentrer, on te demande de te déchausser, d'enlever tes chaussures, après il faut les remettre alors qu'elles sont probablement trempées, les chaussettes aussi. En plus, les chaussettes sont sales, donc dans tous les cas, le bus va être sale. Bref, c'est pas ça le plus important. Mais vraiment, la chose qui m'a un petit peu choqué quand je l'ai entendu, c'est qu'en rentrant de Doussard pour aller à Annecy, ils se sont arrêtés pour récupérer un mec qui avait abandonné. Alors je sais pas s'il avait fait un malaise, s'il s'était blessé, peu importe. Et ce gars-là était tombé, il avait de la boue un petit peu partout sur lui. Et le chauffeur de bus n'a pas voulu qu'il rentre dans le bus comme ça. Et il lui a vidé des bouteilles d'eau dessus, sur la tête, sur le corps, pour le laver, avant de le laisser rentrer dans le bus. Et j'ai trouvé ça quand même assez dingue parce que le mec il abandonne, il est dégoûté d'abandonner en plus parce que le dossard coûte cher, parce qu'il avait envie de finir la course. Il a probablement froid, il est probablement pas bien, peut-être blessé, peut-être... Enfin voilà, comme j'ai dit, peut-être après avoir fait un petit malaise. Dans tous les cas, il est pas dans un bon état. Et on le trempe totalement avant de le faire rentrer. J'ai trouvé ça un peu fou, quoi. Alors ça me concerne pas directement, hein, mais quand même... je trouve ça un petit peu dingue que ce genre de scène puisse avoir lieu, quoi. Bon bref, je m'arrête là pour les critiques et on va revenir au positif de ce trail de toute façon. Malgré tout et malgré les aléas de la météo, c'était quand même une très belle expérience, hein. Je suis content d'avoir fait ce tour du lac, c'est encore une case de cocher, un trail de cocher sur la longue liste de ce que je veux faire. Les prochains arrivent bientôt, donc UT4M pour la prochaine vidéo. Et puis peut-être qu'il y en aura d'autres entre temps, enfin bon, vous verrez bien, je vous tiens au courant de toute façon sur mes réseaux. Allez, à bientôt, salut!